Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième journée d'histoire de la pensée managériale. Je tiens à remercier aussi les organisateurs de cette journée et plus particulièrement Cédric Poivret pour son invitation. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une recherche intitulée la contribution de l'État à une pensée managériale durant les 30 glorieuses. Et on va s'intéresser au cas de la comptabilité et du contrôle de gestion. Alors, on le sait, l'histoire de la pensée managériale s'est focalisée sur certains acteurs dans le domaine du contrôle de gestion et de la comptabilité de gestion. On le sait au travers des travaux donc, de Nikitin et de Zimnovich sur le travail des industriels, mais également à partir des travaux de Mohamed Ali Dakam sur celui des ingénieurs, et également sur le rôle des organisations professionnelles organisation dont le rôle a été mis en lumière notamment par les travaux de Le Roi et le Marchand. Mais dans cette galaxie des acteurs autour de la pensée managériale, un acteur est absent et cet acteur, c'est l'État en fait. Et dans ce papier, je me suis posé la question de savoir comment finalement l'État a-t-il pu contribuer à l'émergence d'une pensée managériale sur le contrôle de gestion. Alors, j'ai évidemment mobilisé une démarche historique en mobilisant plusieurs fonds d'archives, notamment celle du ministère de l'Économie et des Finances, et plus particulièrement celle du Conseil supérieur de la comptabilité qui deviendra en 1957 le Conseil national de la comptabilité. J'ai également mobilisé des archives de l'enseignement supérieur, notamment les archives de l'Université Paris-Dauphine, dans lesquelles j'ai pu trouver l'organisation générale des études et les archives notamment d'un centre de recherche dédié aux recherches en contrôle de gestion. J'ai également pu travailler sur les archives municipales de Châtellerault. J'ai complété ce corpus d'archives par des entretiens que j'ai pu mener avec plusieurs acteurs, plusieurs enseignants-chercheurs qui ont pu côtoyer un des personnages clés de cette analyse et du rôle de l'État que je mets en lumière autour de la personne donc d'André Sibert. Alors, j'ai mobilisé pour faire cette analyse le cadre théorique du régime de savoir. Alors, la notion de régime de savoir considère que la science est constituée d'un ensemble de relations qui impliquent des productions de différentes natures, des pratiques, des valeurs, des règles institutionnalisées via des écoles d'ingénieurs, des laboratoires de recherche, des modes d'insertion dans un écosystème via les réalités économico-juridiques et les sociétés professionnelles. Dans cette définition de Pestre, en fait, tout est dit sur l'évolution même de la science et sur le rôle de l'État. Alors, ces régimes de savoir sont caractérisés par plusieurs éléments. Sur la période 1870-1970, il observe le renforcement du rôle de l'État, qui voit en fait dans l'accompagnement de la science le renforcement des États-nations. Il observe aussi la transformation de la science dans ses objets, dans ses outils, mais également dans ses normes. Et il met également en lumière la notion de technoscience. Alors on le sait, il y a plusieurs définitions de la technoscience, comme l'a souligné Maury en 2015. Je retiendrai celle de Bernard Collas en 2012, qui nous dit la comptabilité, enfin comptabilité de manière très générale, est une technique où, dans sa dynamique contemporaine, une technoscience, ça veut dire une technique qui se nourrit à la fois de connaissances issues de la pratique et de connaissances issues de la recherche. Alors, évidemment, par pratique, nous entendons les professionnels du management et de la recherche qui peut émaner, on va le voir, des universités, mais pas seulement. 1870-1970, c'est la mise en place d'une nouvelle légitimité, un nouvel espace pour un acteur social jusqu'alors méconnu sous cette forme, c'est le rôle de l'État, comme le souligne Pestre. Alors, plusieurs caractéristiques de cette période. Un État qui se veut scientifique, des nations en compétition, une aptitude à mobiliser la technique et l'innovation pour le bien supérieur du pays, une production de masse, une standardisation des produits, le développement de grandes structures industrielles, l'investissement important dans la recherche et le développement, une science caractérisée par des normes de mesure, ça c'est très important, et la rationalisation de la production et de l'administration. Alors, quatre grandes tendances dans le domaine des sciences qu'observe Pestre. Un réductionnisme généralisé qui vise à s'intéresser à des unités de mesure extrêmement réduites, une visée profondément pragmatique à côté des connaissances purement théoriques, un recours accru à la modélisation et à la formalisation, et le développement du calcul automatique via les ordinateurs.
Les universités, dans le cas de ce régime de savoir, s'ouvrent radicalement aux techniques et à l'industrie. Des écoles et des instituts de toutes sortes émergent. C'est aussi l'émergence de centres de normalisation. Et ces institutions sont capitales car elles contribuent à définir des normes de standards qui sont indispensables à l'efficacité des dispositifs de production. Il y a également la constitution d'unités de recherche autour du CNRS et une culture de l'organisation, de la rationalisation, de la planification des activités qui passe désormais au centre des préoccupations. Ce régime de savoir, c'est aussi la culture de l'urgence et de la mobilisation permanente. C'est une foi omniprésente dans les élites industrielles, politiques et scientifiques. C'est une science à l'origine du développement technique, du progrès économique et social. Et cette culture, c'est aussi celle de la culture du management. L'État et les experts scientifiques et industriels sont les acteurs privilégiés de ce processus. Concernant l'émergence des centres de normalisation, c'est la période au cours de laquelle le Conseil national de la comptabilité devient un lieu de production de savoir comptable et notamment de savoir dédié au contrôle de gestion. Alors, ce lieu de normalisation constitue en fait que constitue le Conseil supérieur de la comptabilité et créé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en 1947 avec un rattachement direct au ministère de l'économie et des finances. Au sein de ce Conseil national de la comptabilité de 1957, on va retrouver en fait 6 sections. Une première dédiée à la documentation, une seconde aux principes et aux méthodes comptables, une troisième dédiée à la comptabilité des prix de revient et à la comptabilité analytique, une autre à la comptabilité agricole, une autre également sur la comptabilité des établissements publics et enfin une qui va concerner les comptabilités économiques nationales. Ce lieu de réflexion qui est le Conseil national de la comptabilité va voir sa structure évoluer avec la création par André Sibert d'une 7e section dédiée à l'exploitation rationnelle des comptes, au budget et aux statistiques de gestion. L'idée étant d'utiliser l'information comptable à des fins de pilotage de la performance. Il y a au sein de ce CNC, dans cette 7e section, la diffusion auprès des industriels et des milieux d'affaires des travaux du CNC qui sont consacrés à l'analyse des prix de revient et des indicateurs de performance. Cette pensée managériale se constitue donc au sein même de cet organisme qui relève en fait de l'État, qu'est le Conseil national de la comptabilité. Comment ce savoir se diffuse-t-il? Il se diffuse par le biais de conférences, par le biais d'ouvrages, notamment les 5 tomes du plan comptable commenté, des ouvrages autour de la réflexion volume-coût-profit, des ouvrages autour de la comptabilité analytique à la gestion budgétaire et des ouvrages réédités à plusieurs reprises sur l'utilisation des ratios dans le cadre du pilotage de la performance et des tableaux de bord. Tous ces éléments émanent en fait des réflexions qui se font au sein même du Conseil national de la comptabilité. Cet organisme de normalisation, comme l'a développé Pestre pour les sciences dures, on retrouve la même logique de constitution d'un centre de réflexion et de normalisation sur les questions de contrôle de gestion. De quoi parle-t-on au sein du CNC? On parle de questions classiques de pilotage de la performance, autour de l'analyse des charges, autour des politiques de prix différenciés, autour de l'impact du niveau d'activité sur les décisions de vente, le lien entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale, et surtout un leitmotiv qui est celui d'utiliser la comptabilité de gestion véritablement à des fins de pilotage de la performance. L'idée de diffuser cette connaissance sur le contrôle de gestion va passer également par des publications au travers de l'éditeur L'Entreprise moderne d'édition, avec la volonté de vulgariser, de diffuser les expériences américaines, notamment autour des ouvrages à destination des professionnels. 5 éditions successives de 1959 à 1973 des ouvrages, donc notamment d'André Sibert.
cette volonté en réalité donc de diffuser les travaux au sein même de l'organisme de normalisation et dans toute cette collection d'ouvrages, les dispositifs de gestion sont présentés comme des outils de dialogue entre les praticiens dont les formations de base sont différentes. N'oublions pas qu'à la tête des entreprises, des ingénieurs sont présents et ont besoin aussi de ces outils dédiés au pilotage de la performance. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces ouvrages? On retrouve des éléments autour de l'analyse des ratios, des éléments au cœur des comparaisons interentreprises, les éléments autour des tableaux de bord, de la préparation des décisions, bref, tous les éléments qui sont vraiment au cœur du pilotage des organisations et qui sont en lien, bien évidemment, avec le contrôle de gestion. On retrouve également dans ces ouvrages une propension assez importante à s'ouvrir aux références anglo-saxonnes, puisque 50% de la bibliographie est composée d'ouvrages anglo-saxons. L'idée, au sein du Conseil national de la comptabilité, sur la 7e section, c'est véritablement de formaliser, de structurer et de diffuser un savoir, une pensée managériale appliquée au contrôle de gestion. Alors, on l'aura compris, cette pensée managériale sur le contrôle de gestion fait le lien avec les travaux sur les standards de normalisation que Pestre avait mis en évidence pour les séances dures. Le rôle d'un acteur central qui est cette institution, qui est le Conseil national de la comptabilité, en mettant en évidence un travail de définition même des normes, mais également un espace de discussion entre les représentants des grandes entreprises mais également des administrations dans les sections 3 et 7, mais au sein même de cette institution que fut le Conseil national de la comptabilité, il y a son secrétaire général qui est un homme orchestre, hein, qui est issu en fait du ministère dédié au contrôle des prix, qui est André Sibert. Et c'est André Sibert en fait qui va animer à la fois en tant que secrétaire général mais à la fois en tant que président de la 7e section, les travaux autour du pilotage de la performance, autour du contrôle de gestion et autour des questions de comptabilité analytique. Comment? Par le biais de conférences, également par la publication d'ouvrages. Lorsqu'on reprend les travaux de Pestre, on voit aussi que la période qui nous intéresse est celle où l'université s'ouvre à de nouvelles disciplines. C'est le cas notamment du contrôle de gestion qui devient une discipline académique, notamment au sein de l'université Paris-Dauphine. Alors, Paris-Dauphine a été créé donc à la fin des années 68. C'est un établissement dédié à la formation des élites managériales, initié par 2 capitaines d'industrie et 3 universitaires. L'enseignement scientifique, avec un recours à la modélisation, est un leitmotiv. Des innovations pédagogiques autour d'un enseignement par petits groupes pour favoriser l'interactivité et un projet pluridisciplinaire dans lequel la comptabilité est enseignée dans le module méthode quantitative, au même stade que les mathématiques, les statistiques et la logique informatique. L'idée est de comprendre que la comptabilité devient la voie d'accès à des données qui pourront ensuite être modélisées à des fins de pilotage de la performance. Alors, au sein même de cette université, donc André Sibert publie, diffuse et rend obligatoire un ouvrage de comptabilité analytique et de gestion qui sera publié à 4 reprises entre 1969 et 1986. Il reprend dans les ouvrages les travaux qui ont été réfléchis, construits et discutés au sein même du CNC. L'idée aussi, dans cette production d'une pensée managériale, c'est la mise en place de dispositifs de formation. D'abord avec la maîtrise de sciences de gestion en 71, puis avec le DEA 114, performance économique et financière des organisations, avec l'idée donc de développer un approfondissement sur les questions de comptabilité générale et de gestion et de mettre en place des séminaires donc de recherche sur les problèmes fondamentaux du contrôle de gestion, de la gestion prévisionnelle, de la planification ou encore des systèmes d'information.
Mais cette pensée managériale va également se nourrir sur la mise en place de formations supérieures spécialisées, les fameux DESS de l'époque, avec la création dès 1974 d'un DESS dédié au contrôle de gestion. Mais cette pensée managériale ne peut pas non plus se développer sans la création d'un véritable centre de recherche. Ben, c'est ce que va œuvrer, c'est ce que va tenter, c'est ce que va faire André Sibert en créant le CEREG, hein, le centre de recherche dédié à la comptabilité et à la gestion, dont l'objectif premier était de réfléchir sur la notion de contrôle de gestion, sur l'influence réciproque des systèmes de contrôle de gestion, sur l'évolution des structures de pouvoir et sur la convergence des buts au sein des organisations. Ce centre de recherche, le CEREG, se composait à l'époque d'une bibliothèque de 500 ouvrages, de la mise à disposition des thèses soutenues dans les universités américaines via un système Xerox, d'échanges entre professionnels du chiffre, chargés de cours, de maîtres assistants, mis en relation avec le responsable donc, du CEREG, André Sibert, et avec le recrutement avisé par André Sibert de plusieurs enseignants-chercheurs qui développeront par la suite des problématiques sur la recherche dans le champ CCA. C'est notamment le cas de Bernard Collas, d'Henri Bouquin, de Jacques Richard ou encore de Jean-François Casta, qui ont tous été recrutés par André Sibert et qui ensuite ont pu diffuser différentes approches de la recherche. Mais ce travail de la création de centres de recherche n'aurait rien été s'il n'y avait pas eu des travaux doctoraux qui sont eux aussi à la base de la production d'une pensée managériale. Sur la période qui nous intéresse, donc 1978-1982, sur la fin de notre exposé, 17 thèses de doctorat ont été soutenues ont été encadrées et soutenues par André Sibert, et des thèses qui portent dans une grande partie sur les questions de contrôle de gestion. C'est notamment le contrôle de gestion bancaire, les indicateurs de performance dans le domaine de l'assurance, le contrôle de gestion dans l'entreprise d'État en Algérie, le contrôle de gestion sociale, le contrôle de gestion et le suivi des performances de la jeune entreprise, l'adaptabilité du contrôle de gestion aux collectivités publiques ou encore le pilotage à partir du tableau de bord des intangibles. On voit ici des questions tout à fait contemporaines de l'adaptation systématique du contrôle de gestion sur les questions autour d'un contrôle de gestion sectoriel. Cet encadrement de thèse a également porté sur des problématiques de systèmes d'information, mais aussi sur des questions autour de la théorie des organisations ou encore de la finance d'entreprise et de la comptabilité. Alors, finalement, quels éléments de conclusion pouvons-nous tirer de cette étude? Finalement, on observe que l'État est un acteur nouveau dans l'émergence d'une pensée managériale. Les premiers travaux que j'ai évoqués dans l'introduction ont souligné le rôle des ingénieurs, le rôle des organisations professionnelles, mais encore des industriels. Nous, ce qu'on avons voulu mettre en lumière, c'est le rôle de l'État. Et l'État, avec deux éléments importants, la notion de centre de normalisation, mis en évidence par Pestre, et ici on fait directement le lien avec le Conseil national de la comptabilité, qui, rappelons-le, est un centre de normalisation comptable, mais également l'université, puisque la notion même de science évoluant, le contrôle de gestion devient une discipline académique enseignée au sein de l'université, notamment au sein de l'université Paris-Dauphine. Au travers de cette recherche, bien évidemment, nous souhaitons contribuer à l'histoire de la pensée managériale en France, en soulignant les apports d'André Sibert et en soulignant le rôle de l'État. Mais nous souhaitons également contribuer aux travaux de Pestre 2006 sur la notion de régime de savoir, en soulignant en fait la place de l'État dans l'émergence d'une composante des sciences de gestion en France, qu'est le contrôle de gestion. Voilà un petit peu les éléments que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui au travers du rôle, de la contribution de l'État à une pensée managériale durant les 30 glorieuses, en m'intéressant plus particulièrement au cas
du contrôle de gestion en France. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. 19 minutes, 59 secondes. Merci Didier pour cette présentation. Merci aussi d'avoir respecté les 15 minutes plus les 5 minutes anticipées. Alors, je m'adresse à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Ou aussi en distanciel, hein. Oui. Chez nous, oui, mais chez eux, je pense. Merci. Bon, Alain Burlot, hein, parce que ça se voit pas sur l'écran. C'est juste peut-être quelques pistes qui pourraient compléter le travail qu'a fait Didier, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. D'une part, alors l'État a contribué à la pensée managériale en tant que normalisateur, ça a bien été montré, hein, mais il a été aussi à la source d'innovation managériale à travers ses propres pratiques. Et je pense notamment au mouvement de rationalisation des choix budgétaires dans les années 60, où l'État a véritablement développé un management scientifique dans l'administration elle-même. Ce mouvement, d'ailleurs, a également, d'une certaine façon, par capillarité, il a été prolongé dans les entreprises publiques. On trouve à la tête d'EDF, si j'ai bonne mémoire, c'était Marcel Boiteux, qui était un inspecteur des finances, qui probablement, c'est à vérifier, mais probablement était parfaitement au courant de ce qu'était la RCB. Hein. Je pense également à Pierre Massé, qui, me semble-t-il, était également un inspecteur des finances, hein, mais en tout cas, c'était aussi un ingénieur. Hein. Mais ce sont des hauts fonctionnaires qui ont développé donc des méthodes dans leurs administrations et qui les ont transposées dans les entreprises. Il y a aussi eu une tentative qui n'a pas eu beaucoup de lendemain, c'est la comptabilité des comptes de surplus, le surplus global de productivité. Hein. Bon, ça a été transposé également dans des entreprises publiques ou privées d'ailleurs. Par exemple, de mémoire, les compteurs Gégère avaient mis en place cette méthode, alors que c'est une entreprise parfaitement privée, bien sûr, et puis EDF l'avait fait également en tant qu'entreprise publique. Donc, l'État, en fait, a eu un rôle beaucoup plus large que ça. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Merci Alain. beaucoup. On a une deuxième question derrière pour François. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit à propos de la rationalisation des choix budgétaires. Une petite réserve près, Marcel Boiteux n'était pas inspecteur des finances. Marcel Boiteux était un normalien, mathématicien et disciple de Maurice Allais. Et par Maurice Allais et par Divisia, il remonte directement à Jules Dupuy et à la tradition des ingénieurs des ponts du 19e siècle. J'ai eu l'occasion de discuter avec Marcel Boiteux et j'avais l'impression d'avoir Jules Dupuy en face de moi. C'était tout à fait étonnant. Et donc ça confirme effectivement quelque chose, alors que je regrette, c'est l'occasion de m'excuser parce que notre collègue tout à l'heure m'a fait la remarque en me rappelant l'ouvrage de Bernard Graal que je n'ai pas cité tout à l'heure sur la pensée gestionnaire des ingénieurs des ponts, qui est un ouvrage réalisé donc par Bernard Graal, mais une thèse qu'il n'a pas soutenue parce qu'il est décédé prématurément et que j'ai totalement repris et réécrit. Pour sa publication parce qu'il savait pas écrire où j'insiste dans la suite de Bernard Graal justement sur cette idée-là. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que la pensée gestionnaire naît des ingénieurs de la route et non pas des ingénieurs des chemins de fer. Pourquoi? Parce que la route est publique, ne fait pas l'objet d'un chiffre d'affaires qui est comptabilisé, et donc c'est pour ça qu'il faut calculer l'utilité des travaux publics, selon la formule de Jules Dupuy, c'est-à-dire pour justifier effectivement le budget que l'État met là-dedans. Et donc, contrairement à une idée qui est commune, et je passe mon temps à dire ça, ce principe de gestion naît au sein de l'État. Hein, il y a toujours cette idée que tous ces calculs, c'est la transposition dans l'état du modèle de l'entreprise, alors que c'est exactement l'inverse. Et la rationalisation des choix budgétaires dès les années 50 en est l'expression, et nous remonte effectivement
à toute cette tradition des ingénieurs d'État dont Jules Dupuy est un représentant tout à fait remarquable et dont Marcel Boiteux était un héritier jusqu'à la caricature. Je dis ça au sens le plus sympathique du terme parce que j'ai beaucoup aimé l'échange que j'ai pu avoir avec lui. Pierre Massieu était polytechnicien, à la connaissance. Non, il était polytechnicien, je crois. Je peux vérifier, hein, mais il était à ma connaissance, il était polytechnicien. Donc, justement, c'est pas chez les financiers, c'est ça qui était. C'est vraiment la tradition des ingénieurs français, ce qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, excusez-moi d'avoir pris un peu de temps. Non, merci beaucoup pour ces informations-là et ces compléments. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on discutait de l'ouvrage de Bernard Graal, là, qui a disparu. Elle n'a pas pu soutenir sa thèse, mais avec l'effort de François et l'association des chemins de fer, du coup, ils ont pu publier ça. Mais effectivement, moi, juste pour rebondir sur ce point-là, je profite en tant que président de ma dictature pour un instant, juste pour dire ou poser cette question-là ou cette réflexion. Quand on cherche à dire entre l'État et les entreprises privées, et ben justement, moi en tout cas, ce que j'ai tracé pour les profils de certains chefs de compagnie de chemin de fer, bah, le va-et-vient, et d'ailleurs de manière générale dans les entreprises de réseau, y compris chez EDF, le va-et-vient entre l'administration et les compagnies privées, c'était en quelque sorte monnaie courante à un certain moment. Donc, au moment où l'ingénieur il est du côté de l'État, alors avant il était dans le privé ou vice-versa, est-ce qu'on est en train de parler de l'État ou de la compagnie privée? Je ne sais pas, honnêtement, je ne vous cache pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais toujours pas la réponse, mais si quand on regarde quand on fait le profilage de certains ingénieurs, en fait, directeurs, en tout cas pour ma part, des compagnies de chemin de fer, et ben, dans leur parcours, souvent, ils sont passés par la case de l'État, en fait. Et donc, à quel moment, qu'est-ce qui a influencé plus que l'autre? Je n'ai pas encore de réponse. Peut-être que ici dans la salle ou plus tard, on aura quelques